Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un épisode qui me tient particulièrement à cœur. Quand j'ai commencé à produire ce podcast, j'ai voulu, normal, aller vers les chefs qui me faisaient rêver. Les connus, forcément. Les grands noms qui devaient bien cacher quelque chose qui justifie leur ascension. Ce plaisir, il existe toujours, vous le savez, vous l'entendez, mais entre-temps, j'en ai découvert un tout différent, le plaisir de consacrer des épisodes aux chefs que j'aime. Aux chefs qui m'ont parlé par l'assiette ou ce qu'ils sont et qui, à mesure de nos échanges, chemin faisant à leur table, n'ont cessé de frapper pile à l'endroit qui m'est sensible. Je me souviens par exemple d'un soir au perchoir, d'une lumière incroyable, orange, embrasant une belle table de beaux couverts et une manière d'envisager la mer dans l'assiette à la fois brute et tellement délicate. Je me souviens d'avoir trouvé une intelligence dans cette cuisine rarissime. Pas un truc d'intello qui fait bavarder la cuisine, non, un geste qui comprenait l'ADN de ce qu'il traitait et l'emmenait juste un peu plus loin, faisant d'une crevette un moment. Dénudé, voyageur, cuisiné, effacé, je me souviens m'être fait emporter avec un mélange de détermination et de subtilité. Alors j'arrête là de parler ainsi car je ne supporte plus qu'on rajoute des couches de mots sur les cuisines. On s'y perd, on sait plus qui est qui et tout le monde est un génie, mais je vais en rajouter une dernière tout de même, et franche et un peu grossière, pardonnez-moi. Une couche entendue 1000 fois, mais que je vais assumer ici en disant que depuis ce soir-là, je la suis. Et il n'y a pour moi rien d'autre à dire que cette formule, c'est l'une des cuisinières les plus douées de sa génération. J'avais prévenu, formule poncée, mais allez voir de quoi je parle, et d'abord écoutez ce qui suit, vous allez comprendre pourquoi je dis cela d'Alice Arnoux. Moi, c'est David Ordonneau, vous écoutez Chef, et c'est pour ce genre d'épisode que je suis content que ce podcast existe et que vous soyez là à l'écouter. Je vous en remercie, et je suis très heureux, si vous ne la connaissez pas encore, que vous découvriez cette chef remarquable. À la carte du café de l'usine, il y a chaque semaine une dizaine de lignes. Les assiettes sont dressées dans une chaleur rentrée, pas de fanfare, une sorte de tableau flamand. Il y a à la fois de la lumière et une forme de retrait, une envie de faire plaisir simplement, de la gourmandise, mais une forme de mesure. Ici, on se régale mais on se tient droit. Je sais pas comment dire, on est de tout à la bonne distance. Et l'histoire d'Alice explique très bien pourquoi on en arrive là, dans cet endroit magnifique où j'ai posé 2 micros. Elle s'est assise face à moi, avec son air de revenir d'une lande battue par les vents ou d'une balade en forêt. Je suis très heureux que vous soyez là, avec moi, pour découvrir l'histoire d'une jeune chef dont le geste et l'esprit s'avalaient droit en nous, pour découvrir l'histoire d'Alice Arnoux. Je suis née à Versailles. Le tout début de ma vie, je m'en souviens pas. Ça, je pense que c'est normal. J'ai eu une, je pense, très belle enfance. Donc, on a beaucoup voyagé. Mon père avait un travail où on a bougé tous les 4-5 ans. Donc, on a vécu aux États-Unis, à Genève, en banlieue parisienne. À un moment, on était à Londres aussi. Donc, on a beaucoup bougé. J'ai appris l'anglais et le français un peu en même temps, mais je pense surtout l'anglais au début. Dans les photos que je vois quand je suis toute petite et toute mignonne, toute blonde, il y a beaucoup de champs, il y a beaucoup de nature. Et dès qu'on était en week-end, on partait tout le temps à l'aventure, faire des randos, faire des trucs comme ça. Beaucoup de sport et beaucoup de moments au vert. Je pense que ça m'a un peu définie quand même. C'est quoi la structure de cette famille? On a l'impression que vous êtes très qu'elle a beaucoup de proximité en tout cas. Dans ce que tu racontes. Était, ouais, on est très proches. Bon là, mes parents sont séparés, donc ça a beaucoup changé depuis les 10 dernières années. Mais on a grandi avec ma mère est très famille. Et je pense qu'elle a été éduquée dans une structure justement où on est très proches. Et mes grands-parents du côté de ma mère étaient militaires. Et c'est ma grand-mère qui a continué à travailler. Et mon grand-père était un homme qui s'occupait des enfants et qui est resté à la maison. Et qui a mis sa carrière de côté pour suivre la carrière de ma grand-mère. Très moderne. Très moderne, voilà, par rapport à avant. On a une famille très soudée. Donc même aujourd'hui, mes 2 sœurs, on est 3 filles.
On est très soudés. Donc, dès que moi, par exemple, je veux pas partir en vacances avec la famille, c'est tout de suite un drame. Ah ouais, encore maintenant. Encore maintenant, ouais. Ça fait partie de l'ADN. Ouais, j'appelle ma grand-mère un jour sur deux. Ouais, on est très très proches. Après, on est une toute petite famille. On est en tout, si on comprend tout le monde, on est 10 quoi. Donc parfois on fait Noël, on est 3 ou 4. Donc on est très proches. Nature, sport, rando, beaucoup de voyages. Beaucoup de voyages. Je pense tous les ans, ouais, on partait. J'ai ces souvenirs, on allait au Sri Lanka. Enfin, on a beaucoup voyagé, ouais. Je pense qu'on a une enfance aussi très aisée, quoi. Mes parents, ils avaient les moyens. Des différentes personnes, quand ils ont des moyens, ils mettent leur argent dans différentes choses. Et nous, c'était pas du tout dans des choses qui étaient luxe. On s'achetait pas plein de fringues. Enfin, c'était pas comme ça. Mais par contre, on faisait beaucoup de voyages. Donc, l'argent était souvent mis dans OK, on va faire du ski. Il faut une nouvelle paire de chaussures pour aller courir parce qu'on va courir tout le temps. Ou ouais. On faisait des trucs comme ça. On investissait dans des choses à vivre. Ouais, exactement. Ouais. Et la cuisine, là-dedans, ça représentait quoi? Quelle était la place de la table dans ton enfance? Bah justement, vu qu'on avait les moyens, je pense, on faisait souvent le marché. Et ma mère, qui travaillait pas quand je grandissais, elle est peintre, donc elle travaillait, mais elle travaillait pas pour vivre. Elle cuisinait beaucoup, donc c'était vraiment un moment super important. On mangeait à table. Enfin, je le sais maintenant que c'est pas comme tout le monde, parce que aujourd'hui je côtoie des autres personnes qui le font pas comme ça. Mais nous, quand on mangeait à la maison à table, c'était tous les soirs à 20h. On devait être prêt, fallait pas être en retard quand maman avait fini de faire à manger. Et on mangeait genre très très bien, quoi. Donc elle allait chez le boucher, elle prenait des super carrés d'agneau, même si c'était juste un mercredi soir. Les haricots verts, ils étaient frais, ils étaient équeutés, ils étaient faits à l'ail. Enfin, tout était vraiment fait dans les règles de l'art. Et je m'en souviens parce que ma mère, elle m'a dit ça récemment. Elle m'a dit qu'un jour, quand j'avais 10 ans, j'étais allée faire comment on dit en français quand on va dormir chez une copine? Une soirée pyjama? Ouais, voilà, une soirée pyjama chez une copine. Et j'étais rentrée en me disant, en fait, j'ai plus envie d'y aller parce que la maman, elle met les haricots verts, ça sort d'une boîte. Et j'avais dit à ma mère, du coup, j'ai plus envie d'y aller parce que si on mange pas bien, moi, je préfère rester à la maison, quoi. Pas mal. Non, parce que parfois, ça se fait à l'envers. Tu sais, les enfants, ils reviennent de chez, ils disent, ah, c'est trop bien, j'ai mangé des nuggets surgelés. Et toi, t'es là, d'accord. Ça, tu l'avais dans le bon sens. Ouais. Mais moi, tous ces souvenirs, c'est vraiment quand j'avais 10, 15 ans et qu'on était, on a grandi à Fourqueux, donc c'est un peu plus loin c'est au bout du RERA, c'est encore plus loin que Saint-Germain-en-Laye. Parce qu'il y avait un lycée international, donc moi, j'étais en école en anglais. Et j'ai ces souvenirs je rentrais à pied chez moi, donc je passais tout le temps par Fourqueux, donc c'était la campagne en vrai. Et je passais par le marché et après l'école, moi, je passais me chercher des champignons et pour le 4 heures, je me faisais une poêlée de champignons à l'ail et au persil. C'était pas, ouais. Commun. Ouais. J'étais végétarienne pendant assez longtemps. Mais enfant, ado? Ouais, genre de mes 11 à mes 16 ans, mais pas végé en mode je mange pas du tout. Mais j'étais en mode je mange pas du tout de viande. Et parfois quand il y avait du très bon saucisson, ou en fait quand j'en avais envie, je me disais vas-y je le prends. Donc toute ma famille était en mode mais du coup t'es pas vraiment végétarienne. Ouais. Mais c'était juste parce que j'avais pas du tout envie de manger de la viande. Enfin Mais c'était venu comment ça? J'avais pas envie. Ma mère était très tofu parfois, ou elle nous a vachement appris à manger aussi végétarien. Elle a grandi à Dakar, donc il y avait beaucoup de céréales, de choses qui étaient cuites pendant longtemps, donc elle nous faisait genre beaucoup de couscous végé ou de trucs comme ça. J'ai juste vu qu'en fait je préférais tellement plus les haricots verts à l'ail que quand elle faisait des carrés d'agneau. Donc à un moment j'ai dit en fait moi je mangerai pas de carrés d'agneau, mais je veux une double portion de épinards j'étais juste beaucoup plus attirée par tout ce qui était légumes, quoi. C'est marrant ce que ça raconte du conditionnement. Si tu ouvres le spectre du végétarisme et que tu montres qu'il y a une culture de cuisine qui est possible sans ennui, avec beaucoup de gourmandise, ce qui n'est pas du tout le cas en France parce qu'on n'a pas du tout cette culture-là. Ouais. En fait, tu te rends compte que la protéine animale, on n'a pas forcément l'envie d'aller la chercher. Ouais, je pense. C'est assez dingue. Ok. Quand on est dans ce cadre-là, dans l'enfance, l'adolescence, il y a cette fameuse question qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Est-ce que c'est une question que tu te poses et à laquelle tu as une réponse quand t'as
c'était genre super clair que j'allais faire de la cuisine. J'avais 9 ans, je disais, moi, je vais faire de la cuisine. Je faisais des cours, enfin, c'est un peu chelou, mais j'avais développé un truc avec ma meilleure pote. On faisait des cours de cuisine à des enfants. Le dimanche après-midi, on avait réussi à genre se faire un peu de sous sur le côté. On avait 10 ans, on avait une quinzaine d'enfants et on leur montrait le film de Ratatouille. Et après, on était tous, enfin, moi, j'étais chef. Alors du déjà, coup. Attends, il faut que tu m'expliques, parce que déjà, ça me fout un coup de vieux, parce qu'à 10 ans, tu regardais Ratatouille. Bref, Ouais. Comment te vient cette conviction? Tu parles de 9 ans, 9 ans, on se souvient des choses. Qu'est-ce qui fait que... C'est un peu bizarre aussi, mais le gros truc, je pense que c'est Cuisine TV. Parce qu'à l'époque, nous, on avait Canal, donc j'ai grandi avec il y avait une télé dans la maison, quoi. Ouais, Je ouais. pense que pas mal de maisons. Là, j'ai plus du tout de télé, je regarde plus du tout la télé. Et donc mes sœurs étaient tout le temps, elles regardaient genre Disney Channel à l'époque ou MTV ou des trucs comme ça. Donc quand on était la première devant la télé avec la télécommande, on pouvait choisir. On avait le pouvoir, quoi. C'est ça. Et donc, quand c'était ma grande sœur, c'était tout le temps MTV. Donc, j'étais bloquée à regarder... Des clips? Ouais, trop chiant. Enfin, moi, je trouvais ça trop chiant. Pas mal, quand même. Pas mal. Ça n'existe plus maintenant. Ça n'existe plus. Mais à l'époque, oui. Mais moi, j'avais trop le seum parce qu'en fait, j'avais envie de regarder Cuisine TV. Et en fait, effectivement, sur Canal, il y a plein de trucs de cuisine. Et je trouvais ça tellement cool à regarder. Quoi, sur Cuisine TV? Il y avait Laurent Mariotte, je me souviens. Il y avait Gontran Charrier. Il y avait Nigella Lawson. Franchement, c'était des trucs qui passent plus du tout aujourd'hui. C'est pas du tout. Je pense pas que c'est des gens qui sont encore connus. Moi, je me souviens de Gontran Charrier. À l'époque, c'était encore super niche. Il avait pas encore ces trucs. Et il montrait, je trouvais ça trop cool. Il montrait comment faire des focaccia, comment faire ci, comment faire ça. Et c'est pas des trucs que ma mère, elle faisait parce qu'on n'était pas dans le pain, on n'était pas dans le pétrissage de la pâte. Ça, c'est des trucs qui sont très très niche en vrai. Quand on cuisine pour une famille, on fait pas forcément une focaccia maison. Moi, je trouve ça incroyable. J'apprenais plein de trucs et après je me mettais en cuisine et hop, je faisais une focaccia au grand désarroi de ma mère parce que j'en mettais plein dans la cuisine. Je nettoyais jamais après moi, je me faisais tout le temps engueuler, mais je faisais des trucs de ouf. Enfin, je me souviens, je passais genre 5 heures dans la cuisine à faire une pâtisserie au citron sur 5 étages différents. Et c'était bon. C'était pas nul, quoi. C'était genre, j'y arrivais. Ouais, c'était une fixette, quoi. Il y a ce truc de j'y arrive qui est signifiant, non? J'imagine. Ce fait de j'essaye, je fais concrètement et je vois que ça fonctionne. Ouais. Est-ce que c'est ça qui est aussi un élément déclencheur, le fait de voir que ça se concrétise et que ça fonctionne? Ouais, je pense aussi que je faisais des choses, je pense étaient bonnes, sinon, en vrai, on est très honnête dans ma famille, je pense qu'on m'aurait dit c'est vraiment pas bon. Mais oui, j'avais des gens autour de moi qui me disaient c'est délicieux, quoi. Donc je me disais putain, mais trop bien. Du coup, je fais à manger ce soir, je leur faisais des menus. J'avais 14 ans, je leur faisais des menus en 5 temps. Bon, là, je pense pas que c'était délicieux, mais j'ai un copain qui a eu un grave accident quand on était très jeune. Il s'est fait renverser par un camion et il a fait genre 2 ans à l'hôpital. Il s'est fait briser la mâchoire, donc il y a eu beaucoup de rééducation et il a vraiment galéré à s'en remettre. Et du coup, il sortait de l'hôpital au bout de 1 an et il pouvait pas du tout manger ni mâcher. Il avait pas de mâchoire, quoi. Et donc, je me souviendrai toujours, j'avais invité genre 5-6 potes chez moi. On avait 16 ans et j'avais fait un menu tout liquide. Un menu dégustation tout liquide pour un peu... genre célébrer le fait que ce soit la première fois qu'il sort de l'hôpital. C'était des trucs comme ça, quoi. Enfin, chaque moment, juste, c'était la créativité. C'est juste que quand on est au lycée et qu'il faut lire des livres et faire des espèces de dissertations et rentrer dans tout, parce qu'on se dit, bon, on fait une dissertation sur un livre, ça peut être créatif. Ça devrait pouvoir être super créatif. Mais c'est pas ce qu'on attend. Non, tout doit rentrer dans les clous. Il faut que la première phrase, elle fasse ci. Et je pense qu'il m'a manqué vraiment ce côté super créatif. Et moi, j'avais pas les arts plastiques et j'avais pas tous les trucs en plus, genre la musique, arts plastiques et tout. En fait, c'était remplacé par des cours d'anglais pour passer le double diplôme en américain. Donc toi, à l'école, il y avait pas de créativité. Il y avait zéro créativité. C'était super dur comme école. Genre, c'était vraiment... ça m'a beaucoup formée et j'ai beaucoup appris. Et je suis très contente d'avoir fait cette école. Mais il y avait zéro créativité en vrai. Donc moi, je rentrais chez moi et du coup, c'était Cuisine TV et je me mets au fourneau et je fais une poêlée de champignons et comment on fait la meilleure poêlée de champignons, etc. Donc... Ça marchait l'école, j'imagine. Ça a marché très bien, ouais. Bah, mon père était très... je pense que c'est un peu à l'américaine, je pense. C'était tu fais ce que tu veux tant que tu as des bonnes notes. Voilà. Donc, j'ai eu une enfance très libre. Je pouvais faire vraiment les 400 coups.
J'avais le droit de sortir limite en boîte quand j'avais 15 ans. Il n'y avait pas de problème. Mes parents m'ont fait confiance tout de suite. Mais il fallait juste avoir des bonnes notes. Donc, c'était ça. Donc, Pas mal. Ouais, c'était cool. Du coup, je faisais super attention à avoir des bonnes notes. Et c'était aussi, je pense, très important pour moi d'avoir des bonnes notes. C'était important que ça se passe bien. Que si je vais étudier ça, faut que derrière, j'ai une bonne note, que mes parents voient que j'ai une bonne note. Mais c'était moins pour mes parents, c'était aussi pour moi, que dans la classe, je sois au bon niveau, que tout se passe bien. Pourquoi ça te rassurait? Je sais pas, j'avais juste envie. Je sais pas, quand j'avais 14 ans, 15 ans. Mais... Ça peut être la meilleure, être rassurée. Ouais, j'avais un gros bégaiement quand j'étais jeune, du coup. Parce que quand je suis arrivée, j'avais 10 ans, je pense, quand je suis arrivée en France. Je suis arrivée dans une école française, du coup, franco en bilingue, quoi. Et on m'a tout de suite mis en mode genre dictée. Et en fait, je savais pas écrire. Et je savais pas parler, je savais pas comment vous voyez les profs. Il y avait tout un... Et donc, j'ai eu un gros bégaiement qui a duré 5 ans. Ah ouais. Où je pouvais quasiment presque pas parler. C'était un truc où je m'interdisais de parler. Parce qu'en famille, ça marchait très bien. Il était plus présent. En famille, je bégayais beaucoup, mais je parlais parce que, en fait, on n'était pas en train de se foutre de moi, quoi. Mais à l'école, je me souviens quand il fallait, à un moment, quand on est, je sais pas, en cours de français, on doit lire des livres. À haute voix? Haute voix, ouais. Ah, ouais. Et là, c'était désastre, quoi. Parce que du coup, t'es stressé, tu bégayes, il y a les 29 autres personnes dans la classe qui t'entendent. Ouais, voilà. Après, je l'ai pas très, très mal vécu. Je vais pas dire, j'ai eu un mauvais moment à l'école parce que je bégayais, mais j'ai vu un orthophoniste, j'ai vu des psychologues. Ça a mis du temps à partir, quoi. C'est pas effectivement un trauma, parce qu'il y a des traumas peut-être plus graves, ouais, certes. Ouais. Néanmoins, quand tu vas tous les jours en te disant, j'espère que, ou machin, t'as pas le même quotidien que ceux qui sont à l'aise. C'est sûr. Et après, le gros truc qui s'est passé, c'est que je l'ai gardé. Même aujourd'hui, il y a des semaines où quand je vais pas bien, quand je me sens pas bien, je bégaye. Et je l'ai gardé. Et quand je suis arrivée en cuisine, c'était dur parce qu'en cuisine, en fait, faut répondre au tac, de manière très claire. Et en fait, si tu bégayes, en fait, c'est pas clair. Donc, en fait, les gens, ils te regardent en mode, en fait, c'est oui ou non. Et toi, t'arrives pas à dire oui. Moi, j'ai des consonances très claires où je bégaye. Typiquement, sur les A et les E, je bégaye. Et quand on me demande, tu t'appelles comment? En fait, c'est super difficile de dire Alice. Donc, souvent, je dis, je m'appelle Alice parce que ça va casser le début de la phrase qui commence par A. Mais du coup, mon prénom, c'est un des trucs les plus difficiles à dire. Ça alors? Un peu bizarre, ouais. Là, ça va mieux, en vrai. Mais il y a vraiment des moments où c'est un peu quand je suis fatiguée. Oui, parce que là, on se dit que t'es super en forme pour le coup. Là, je suis en forme. Là, ça va. Mais là, ça va mieux. Mais vraiment, je me souviens quand j'étais à Londres en cuisine, la cuisine, c'est dur et c'est stressant et t'es fatigué. Et si en plus de ça, tu rajoutes le stress de mal pouvoir communiquer avec les gens, c'est dur, quoi. Ouais. Comment ça s'est écrit ensuite, après ces années et cette adolescence-là? Donc, t'as en tête l'idée que tu vas faire de la cuisine. Ouais. Et tu n'en démordras pas. Ouais. Mon père est pas d'accord. Du tout. Ah ouais. Pas du tout. Ma mère est très chill. En gros, il est hors de question que tu fasses de la cuisine. T'es brillante, t'as des super bonnes notes, tu t'en mordras les doigts. Genre, tu le feras plus tard. Genre, aujourd'hui, là, tu es en train de chercher une école de je sais pas quoi, tu vas faire commerce, tu vas faire Dauphine, tu vas faire ci, tu vas faire ça. J'ai beaucoup de chance parce que vu que j'ai une grande sœur, ma grande sœur a dû suivre le truc de mon père. Donc, ma grande sœur, elle a fait Dauphine. La pauvre, elle a dû, d'accord. Ouais. Spémat, genre maths sup, je sais pas quoi, Dauphine, le master, le truc. D'accord. Et donc, vu qu'elle a 3 ans de plus que moi, elle était déjà bien lancée dans le truc. Donc, je pense qu'il y a eu un peu plus de mou. Et c'est en fait, ce moment-là, c'est arrivé quand mes parents commençaient à vraiment s'embrouiller. Donc, mon père était moins à la maison, ma mère était moins présente. Et en fait, j'ai... Une marge de manœuvre qui s'est... en fait, j'ai menti. Donc, En fait, donc mon père m'a forcé, si tu veux vraiment faire de l'hôtellerie, ok, mais genre c'est le HL et tu vas t'endetter et on va faire un prêt pour que tu ailles là-bas. Prestige, il fallait du prestige. Ouais, mon père, il a été élevé comme ça. Il a été élevé aux US. En vrai, il a travaillé toute sa vie pour nous donner, je pense, l'opportunité. En gros, c'était vraiment ça. Oui. Et il a fait la même boîte pendant 45 ans. Et il travaillait, moi je me souviens, il travaillait tout le temps. Donc, je comprends vraiment son point de vue aujourd'hui. À l'époque, j'étais en mode, mais trop pas, en fait, je vais pas du tout. Donc, je postule quand même parce que je suis obligée. Donc, je postule à Paul Bocuse, mais en management parce que j'avais pas le droit de faire la cuisine. Je postule dans tous les top. Donc, on fait un truc. Donc, Glion, les Roches, je sais pas quoi, le HL. Et du coup, je vais faire des portes ouvertes à chaque différente école.
Et j'arrive à l'EHL et évidemment, ça matchait pas du tout avec moi. À la fin, vraiment, je me suis retrouvée dans un truc toute la journée, alors que j'avais 17 ans, quoi. Mais toute la journée, je me suis dit, mais il est hors de question que je me retrouve dans un truc comme ça, quoi. Ah ouais, qu'est-ce qui te... Je pense, déjà, c'est une école qui coûte, je crois que c'est 40 000 € l'année ou un truc comme ça. Enfin, c'est hors de prix. Et donc, forcément, tu te retrouves avec des gens qui ont beaucoup de fric. Et moi, j'ai pas du tout été éduquée comme ça. Donc, on n'avait pas non plus beaucoup de fric comme ça. C'était pas du tout le thème, quoi. Donc, après, tu peux avoir beaucoup de fric et être... Bien sûr, mais en tout cas, là-bas, ce que moi, j'ai vu, c'est... Moi, je voyais des meufs... qui savaient pas pourquoi elles étaient... En tailleur, les diamants... Moi, moi, je faisais pas... Comme aujourd'hui, je fais pas du tout attention à comment je m'habille. J'ai des t-shirts troués. Tu vois, c'est pas le thème, quoi. Je pense que quand t'as vraiment envie de faire de la cuisine et que tu te retrouves à l'EHL et qu'on te dit, en fait, tu vas avoir une semaine pour passer ton CAP et après, ça va être genre des stages dans des grands hôtels et tout. En fait, moi, j'avais pas du tout envie de faire des grands hôtels. C'était pas du tout le thème. Moi, j'avais envie de couper des oignons et de l'ail et c'était OK, quoi. Et bref, donc j'ai fait les entrées j'ai fait les portes ouvertes et j'ai tout passé et j'ai été acceptée partout. Et en gros, j'ai dit à mes parents que j'avais pas été acceptée. J'ai dit, merde, je suis que acceptée à Bocuse. Et encore, je pense que je serais pas allée à Bocuse si j'avais pas dû faire la meilleure école de cuisine. Moi, j'avais déjà en tête, je vais faire la meilleure école de cuisine et après, ça va être tellement dur de me retrouver avec des cuisiniers et après, ça va être un peu la honte de dire, je sors de Paul Bocuse, tu vois. Parce que c'est ça aussi la réalité du truc. Moi, j'ai fait un très, très bon lycée. Je traînais avec des gens qui étaient pas du tout dans mon lycée. Ouais. Et je sais pas si on a le droit de dire ça dans un podcast, mais on traînait je traînais dans des autres villes, on fumait des pètes avec des potes qui étaient pas du tout dans ce genre de lycée. Donc, moi, j'ai toujours eu cette espèce de truc de j'appartiens pas forcément à ça et j'ai pas forcément envie d'en appartenir parce que j'ai eu beaucoup d'affinités avec des gens qui ont pas grandi. Ouais, qui étaient pas dans le cercle. Ouais. Donc, c'était presque un peu la honte. C'était presque un peu, j'appartiens à ça. Oui, il fallait pas dire d'où on vient, ce qu'on fait. Un peu. Et ça s'est passé après quand j'étais à Bocuse et qu'après on allait en stage et c'était presque un peu, t'étais maltraité parce que tu venais de Bocuse, quoi. Donc en gros, clairement, tes parents, ils avaient un peu de fric et t'avais mis 10 000 € à l'année pour faire un truc. Et en fait, les vrais chefs, entre guillemets, ils disaient, mais de toute façon, c'est pas comme ça qu'on apprend la cuisine, quoi. Ouais, moi, fait une école de riche et t'es machin. Ouais. Après, en vrai. Tu l'as fait quand même. Je l'ai fait. Je l'ai fait. À ce moment-là, mes parents étaient séparés, pile poil, et j'arrive en management. Et 24 heures après mon premier jour, j'étais avec Margot Baju, justement. On dormait ensemble dans la même chambre. Et Margot, elle était en cuisine. Et moi, j'étais en management, du coup. Et à la fin de la première journée de cours, elle avait fait je me souviens, un cours sur les goûts et la sensorialité de la cuisine, je sais pas quoi. Et elle me montrait ses cours. Et moi, je sortais d'un cours de management de l'hôtellerie. Un truc nul. Enfin, un truc moi qui m'intéressait pas du tout. Ouais, non, mais pour moi, j'étais en mode putain, mais je suis enfin ici, je peux enfin faire ce que je veux. Ça fait 4 ans que je fais un lycée, que j'ai pas le droit de faire un CAP, j'ai pas le droit de faire un bac pro. Donnez-moi des oignons, donnez-moi des oignons. Non, mais c'était ça. Ouais. Et donc, du coup, je fais une demande pour changer de cursus au bout de 24 heures. Sans en parler à tes parents, j'imagine. Sans en parler à personne. Et donc, du coup, il y a eu, je sais pas comment dire, un panel qui s'est levé. Donc, il y avait genre le chef du truc cuisine, le chef du truc nanana. Et on était 5. Et donc, moi, j'aurais juste dit, en fait, je me suis trompée. Moi, je veux absolument faire de la cuisine. C'est mes parents qui m'ont un peu forcé à rentrer là-dedans parce que voilà. Donc, j'ai été acceptée là-dedans et ils ont dû juste, quand même double-checker avec mes parents parce qu'à l'époque, j'étais encore mineure, j'avais 17 ans. Ils ont dû appeler ma mère et ma mère devait être en train de boire un verre de vin rouge en terrasse. Mon père était pas là. Est-ce que c'est bien OK? Et ma mère a, comme énormément de moments dans ma vie, a dit, mais absolument, alors qu'en fait, elle savait pas du tout. Et je me suis pas fait engueuler. En fait, je suis tournée dans le truc. Je suis arrivée une semaine plus tard en cuisine. Trop bien. Trop bien. Et là, trop cool.